Le Congo ne tombera jamais. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yan. Les derniers jours ont été riches en rebondissements. Entre la situation au Mali, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, la fin du colloque France-Africain de Lomé, la visite de Macron au Rwanda, les options pour la vidéo d'aujourd'hui étaient multiples. Ce n'est pas tous les jours que l'actualité vous donne l'occasion de parler de 4 génocides à la fois. C'est donc ce thème que je vais aborder. Je reviendrai sur les autres d'une façon ou d'une autre dans les semaines à venir. Et s'il y a des bruits de fond, c'est parce que je suis à l'aéroport en train d'embarquer pour entrer en Afrique. Sauvons l'Afrique. Salut mesdames et messieurs, je crois que vous allez tellement bien. Je viens de découvrir une vidéo qui m'a vraiment touché. C'est la vidéo de Nathalie Yan. Elle est en train de parler sur les 4 génocides. Les 4 génocides qui a vraiment basculé l'histoire du monde, qui a vraiment basculé l'histoire de l'Afrique. C'est tellement important. Je voulais partager avec vous cette vidéo. Ça sera vraiment important. Voilà, c'est certaines choses. Je vous laisse d'abord à suivre cet élément de Madame Nathalie Yan. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yan. Les derniers jours ont été riches en rebondissements. Entre la situation au Mali, le sommet extraordinaire de la CEDEAO, la fin du colloque France-Africain de Lomé, la visite de Macron au Rwanda, les options pour la vidéo d'aujourd'hui étaient multiples. Ce n'est pas tous les jours que l'actualité vous donne l'occasion de parler de 4 génocides à la fois. C'est donc ce thème que je vais aborder. Je reviendrai sur les autres d'une façon ou d'une autre dans les semaines à venir. Et s'il y a des bruits de fond, c'est parce que je suis à l'aéroport en train d'embarquer pour entrer en Afrique. Hasard du calendrier, le 28 mai 2021, alors que Macron atterrissait au Rwanda pour la 2e visite d'un chef d'État français après la rupture des relations diplomatiques en 2006, puis leur rétablissement en 2009, l'Allemagne reconnaissait avoir commis un génocide en Namibie. Et pourtant, si les circonstances sont similaires, les attitudes des protagonistes occidentaux ne pourraient pas être plus différentes. Mais commençons d'abord par un rappel historique, puisqu'on ne nous enseigne pas ces choses à l'école. À l'approche de la conférence de Berlin qui s'est tenue entre 1884 et 1885, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, dont je mets le lien ici, l'Allemagne récupère 4 territoires en Afrique. Togoland, l'actuel Togo, Ostafrika qui comprend aujourd'hui la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, le Cameroun et Sud-Ouest Africa, l'actuelle Namibie où vivent différents peuples dont des éleveurs des ethnies Herero et Nama. Pendant 20 ans, les colons allemands ne font pas dans la dentelle et violent, maltraitent, pillent les terres et le bétail des locaux jusqu'à ce que ces derniers, excédés aussi par le fait qu'une peste bovine avait décimé le peu de cheptel qu'il leur restait, décident de se rebeller. Et c'est ainsi qu'après avoir collaboré avec les Allemands, le 12 janvier 1904, le chef Herero Samuel Mahahero et le chef Nama Hendrik Witbooi et leurs hommes se révoltent contre l'administration d'automne, attaquent une garnison de l'occupant, s'en prennent aux fermes allemandes et au commerce et à l'infrastructure coloniale en sabotant les voies de chemin de fer et les lignes télégraphes et tuent une centaine de colons. L'empereur Wilhelm II envoie le général allemand Lothar von Trotha dans le sud-ouest africain avec pour mission de mater la rébellion Herero et Nama. Le 2 octobre 1904, le général von Trotha signe l'ordre d'extermination. Je cite, « Dans les frontières allemandes, chaque Herero, armé ou non, en possession de bétail ou non, sera abattu. Je crois que cette nation en tant que telle doit être annihilée. » Fin de citation. Durant 4 ans, dans ce qui s'avérera être la répétition générale de la Shoah ordonnée par Hitler entre 1941 et 1945, les populations locales Herero et Nama sont mitraillées, massacrées, chassées, encerclées dans le désert et empoisonnées. Les prisonniers sont tatoués et déportés dans 6 camps de concentration et soumis aux travaux forcés. En 4 ans, 75 000 personnes sont exterminées, soit 80% de la population Herero et 20% du peuple Nama. Changement de lieu. 90 ans plus tard, le 6 avril 1994, l'avion transportant le président rwandais Juvenal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira est abattu par un missile au-dessus de Kigali au Rwanda. Ceci servira de prétexte au déclenchement d'une opération d'extermination systématique des populations Tutsis et de Hutus modérés qui durera 100 jours et causera 800 000 morts selon les chiffres officiels de l'ONU. Comment en est-on arrivé là ?
Dès l'indépendance du Rwanda, les Tutsis, ethnie minoritaire représentant 10% de la population, sont victimes d'un véritable apartheid et obligés de fuir dans les pays voisins. Après avoir à plusieurs reprises tenté en vain un retour dans leur pays, les Tutsis se dotent à la fin des années 80 d'une organisation politico-militaire, le Front patriotique rwandais, FPR, auquel se joignent des opposants hutus modérés qui lancent depuis l'Ouganda ses troupes à l'assaut du régime Habyarimana le 1er octobre 1990. Pendant les 4 ans qui suivent, Habyarimana et les siens mettent tout en œuvre pour transformer une guerre politique en une guerre ethnique qui opposerait Hutus et Tutsis. Et pour cela, ils ont des alliés de choix. Le président français François Mitterrand, qui coproduira sans état d'âme le dernier génocide du XXe siècle, et l'ONU, avec aux manettes 2 Africains, le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali et Kofi Annan, alors sous-secrétaire général responsable des opérations de paix, qui inonderont la communauté internationale de contre-vérités, d'euphémismes scandaleux et refuseront d'envoyer des renforts pour démanteler des caches d'armes, comme le demandait instamment le commandant de la mission des Nations Unies au Rwanda, le général canadien Roméo Dallaire. Prenant pour prétexte la défense de l'influence française en Afrique, François Mitterrand fournit une aide totale au régime fasciste d'Habyarimana. Ainsi, la France s'engage directement aux côtés de l'armée rwandaise à travers l'opération Norwa et freine momentanément l'offensive militaire du FPR d'octobre 90. Parallèlement, les forces françaises forment et encadrent l'armée Hutu qui elle-même entraîne la jeunesse du parti au pouvoir organisée en milices de la mort, les Interahamwe, et les cellules d'autodéfense. Concomitamment, le Crédit Lyonnais prête les fonds nécessaires à l'achat des armes pour procéder à l'anéantissement des Tutsis. L'entourage d'Habyarimana se radicalise de plus en plus. À travers la radio-télévision d'Émile Colline, porte-voix des terroristes radicaux du Hutu Power, la haine est propagée, les appels au meurtre et au massacre lancés. Même le président Habyarimana est menacé ouvertement parce que subitement trouvé trop modéré. La radio demande aux Hutus d'être prêts pour une action de grande envergure autour de Pâques. Et en effet, l'attentat contre Habyarimana donne le signal de départ pour un génocide sans importance, comme le dira François Mitterrand. La France ne se contente pas seulement d'être l'unique pays occidental à reconnaître la légitimité du gouvernement intérimaire exterminationniste anti-Tutsi. Elle va le co-constituer lors de réunions qui ont lieu dans les locaux de l'ambassade de France à Kigali. Elle déclenche aussi l'opération Amaryllis, dirigée par le général Poncet, que l'on retrouvera plus tard à la tête de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, responsable des massacres de l'hôtel Ivoire en novembre 2004. Officiellement, pour évacuer quelques 1500 Européens et plus discrètement les piliers du Hutu Power, parmi lesquels la veuve Agathe Habyarimana, dure parmi les durs du régime, mais dont l'objectif réel est la livraison d'armes aux génocidaires Hutus. Mobilisées par l'extermination des Tutsis, les forces gouvernementales, assistées par les troupes françaises, sont incapables de freiner l'avancée victorieuse de l'armée de Kagame, qui fait cesser les massacres, mais qui est un cauchemar pour l'Élysée. Mitterrand envisage alors d'entrer frontalement en guerre contre la seule force qui met fin au génocide et met sur pied l'opération Turquoise, une mission humanitaire des plus douteuses. Déploiement d'avions Jaguar et Mirage, d'hélicoptères d'attaque, de centaines de véhicules blindés, de gros mortiers, mais très peu de matériel nécessaire à la conduite d'une mission humanitaire. Renonçant finalement à attaquer le FPR à Kigali, les militaires de l'opération Turquoise, qui sont acclamés et fêtés par les génocidaires, protègent le repli de l'armée défaite Hutu et permettent un exil salvateur vers le pays du très francophile Mobutu, le Zaïre. Comme dernière mesure de rétorsion, la France bloquera toute aide financière de la Banque mondiale et de l'Union européenne au nouveau gouvernement tutsi de Kigali jusqu'au 25 novembre 1994. Avec l'Allemagne, la France détient donc à ce jour le douteux record d'être responsable de 2 génocides au XXe siècle. Mais contrairement à l'Allemagne, jamais elle n'admet sa culpabilité.
Avant le génocide des Tutsis au Rwanda, la France a été responsable, co-responsable avec l'Allemagne du génocide des Juifs, puisque le régime de Vichy a collaboré à déporter des milliers de personnes. Parmi les 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a des dizaines de milliers qui sont venus de France. Donnons donc à Macron le crédit de s'être inscrit dans la longue tradition française qui consiste à utiliser la responsabilité et la co-responsabilité comme ligne de défense pour éviter de reconnaître leur culpabilité lorsqu'ils commettent les crimes les plus ignobles. Soulignons que la France est le seul pays dont le gouvernement a participé à ce qu'on appelle la solution finale, comme on nomme le génocide des Juifs, et qui se retrouve, par une entourloupe de l'histoire dont elle a le secret, dans le camp des vainqueurs. Il n'y a pas eu de camp de concentration ou d'internement issus du régime nazi en Chine, en Russie, en Angleterre ou aux États-Unis. Par contre, il y en a eu en France, à Drancy, au Veldiv. Les gens qui sont assis en tant que membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU sont des pays qui ne sont pas coupables, mais également pas responsables et pas co-responsables d'un génocide, au contraire de la France, qui est l'unique puissance, ou plutôt semi-puissance, qui a collaboré à la Shoah et qui devrait donc y être tricarde. On ne saurait terminer cette vidéo sans parler de l'attitude de M. Kagame. Certains se sont bruyamment réjouis du fait qu'il ait envoyé un ministre pour accueillir Macron à son arrivée à Kigali, là où les présidents du précaré français se bousculent toujours pour aller ventre à terre l'attendre à l'aéroport. C'est vrai, les symboles comptent et cette application du principe de la réciprocité, à propos duquel j'ai fait une vidéo dont je vous mets le lien ici, peut avoir de l'importance, mais elle est bien anodine par rapport aux propos outrageants qu'a tenu le président rwandais quelques jours auparavant alors qu'il prenait part au sommet sur le financement des économies africaines de Paris. Ce jour-là, dans les médias français, il a nié avec aplomb les exactions que son armée et les miliciens à sa solde commettent à l'est du Congo, où des centaines de milliers de personnes sont massacrées bon an mal an dans l'indifférence totale depuis des décennies pour que le Rwanda devienne le principal exportateur de coltan, ce minerai indispensable à la fabrication de téléphones portables, de voitures électriques, de batteries, etc., alors qu'il n'en produit lui-même que très peu. Les puristes se disputent pour savoir si l'on doit attribuer le nom de génocide à ces tueries systématiques. À partir de combien de personnes peut-on qualifier un massacre de génocide? Est-ce que c'est l'intention qui compte ou alors le caractère massif? À vrai dire, peu importe. Il faut que ces tueries cessent, point. Si on peut comprendre la satisfaction des Rwandais de voir Paris reconnaître, même du bout des lèvres, sa responsabilité dans le drame qui a balafré leur pays, on ne peut pas ignorer la colère et la douleur des Congolais qui voient leurs martyrs tués une seconde fois. Il est lamentable que M. Kagame impose aux autres le négationnisme dont le Rwanda a souffert pendant trop longtemps de la part des responsables, complices et coupables du génocide de 1994. L'attitude choquante de Paul Kagame n'est pas sans rappeler celle de la victime du viol qui devient elle-même violeur quelques années plus tard. Reconnaître sa responsabilité dans la perpétration d'un génocide ou d'un massacre à grande échelle et en accepter la sanction est non seulement le premier pas vers la rédemption, mais évite également d'insulter la mémoire des victimes et permet à ceux qui ont survécu aux actes de barbarie de commencer à faire leur deuil et à se reconstruire. Nous savons tous quelle est la démarche à suivre pour mettre fin à ce négationnisme. Les populations et les gouvernements israéliens, namibiens et rwandais eux-mêmes nous l'ont montré. Une attitude ferme qui n'exclut pas la rupture des relations diplomatiques, ainsi qu'une union sacrée des populations, du gouvernement et de la classe politique pour exiger respect, reconnaissance et réparation. Depuis ce fameux 28 mai, je vois ici et là sur les réseaux sociaux des gens, et parmi eux des intellectuels, rappeler que les mêmes Français et Allemands ont également commis des actes de barbarisme et de génocide au Cameroun. C'est vrai. Mais je tiens à leur signaler que ni la France ni l'Allemagne n'ont fait acte de contrition spontanément. Encore que pour la France, ce n'est pas une contrition et encore moins une repentance. C'est la pression de l'opinion publique et des gouvernements des pays victimes qui les ont amenés, pour l'un, à reconnaître sa responsabilité en continuant de nier sa culpabilité, et pour l'autre, à reconnaître sa culpabilité, à demander pardon et à procéder au paiement d'indemnités en guise de réparation. Les Congolais comme les Camerounais devraient le savoir.
Aucun gouvernement congolais ou camerounais n'en a fait son cheval de bataille. Quant à l'opinion, elle est trop occupée à semer et à entretenir les germes de division qui conduiront peut-être au prochain massacre de masse pour se mobiliser autour de cette cause. Comme tu te vends, c'est comme ça qu'on t'achète. Apprenons à tirer les leçons des enseignements douloureux du passé. Merci et à bientôt. Dans chaque génocide, si tu regardes bien, tu vas remarquer réellement, derrière chaque génocide se cachent les impérialistes, se cachent quelques mains noires derrière chaque génocide. Et on se demande pourquoi les Africains ne se réveillent pas, pourquoi les Africains ne prennent pas la conscience de pouvoir comprendre comment les enjeux se tournent, comment les choses se tournent. La grande question qu'on doit vraiment se poser, à qui se profitent ces génocides? Qui sont derrière chaque génocide? Et après chaque génocide, qui sont les gens qui bénéficient plus de la génocide? Ce sont des questions exactes que nous devons comprendre. Et apparemment, nous sommes en train de voir qu'on est en train de jouer avec les Africains. On est en train de manipuler les Africains. Et c'est le temps de prendre la grande décision sur certaines choses, de commencer à assumer certaines choses, de commencer à avoir la responsabilité pour éviter certaines choses afin que ces choses-là ne se répètent plus. Et c'est un peu de voir dans d'autres continents, vous verrez que comment les autres sont en train de vivre dans la paix. Il y a beaucoup des années déjà passé, des millions des années comme ça, des milliers des années que les génocides se passent dans d'autres continents. Pourquoi seulement c'est nous en Afrique? Et vous allez remarquer qu'il y a de mains noires derrière toutes ces choses-là. Alors nous demandons aux Africains de pouvoir prendre vraiment la conscience, de se soutenir main à la main, afin de s'opposer à toute pensée machiavélique qui pourra s'élever, afin de nuire à l'histoire et à l'humanité africaine. Mesdames et messieurs, cette analyse vient de prendre fin maintenant. Essayez un peu de partager la vidéo, commenter, afin que YouTube puisse voir que la vidéo a une très grande importance. Je vous aime beaucoup, je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Sauvons le Congo. Sunga bishopé, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya zotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mokpadiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bonamboka na yo bunda. Loba non, 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 Congo.